Alors, bienvenue à ce tout nouveau segment d'avocats qu'on a nommé, et très justement d'ailleurs, à question de principe. Et je suis en compagnie de mes deux chroniqueurs pour l'année, Rachel Chagnon, qui est directrice de l'Institut d'études et de recherche féministe à l'UQAM et prof de droit aussi dans la même université. Bonjour, Rachel. Bonjour, Julien. Très contente de t'avoir sur notre plateau cette année. Je suis aussi en compagnie, et pour une deuxième année, de Frédéric Bérard, qui est avocat et constitutionnaliste, chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Joël. Rebonjour. Content Oui. d'être ici. Bien, on est très content aussi. On revient pour notre premier sujet. Il s'est passé une grande saga cet été dans l'Ordre professionnel des avocats du Québec. Ça a été la suspension par le conseil d'administration de la bâtonnière tout nouvellement élue, la bâtonnière Lu Chan-Kwong, qui a été suspendue par le CA. Ça a fait tache d'encre parmi les avocats qui sont très divisés sur la question. Pour nous en parler, donc aujourd'hui, je dois dire que nous sommes tous juristes autour de la table. Nous étions tous un peu de près ou de loin impliqués donc, dans le débat, puisqu'il s'agit de l'ordre professionnel de tous les avocats du Québec. En premier lieu, je commencerai avec Frédéric. Qu'est-ce que tu as trouvé de problématique? Pourquoi ça a divisé autant le monde? Bien, en fait, je peux pas parler pour tout le monde, mais moi, ce que je trouve absolument déplorable dans cette histoire-là depuis le début, c'est la façon dont le conseil d'administration a agi. C'est pas impossible que la bâtonnière Kwong ait déjà volé ou soit Parce même... qu'on va faire un rappel des faits. Là. Oui. Ça a été des allégations, un dossier déjudiciarisé, Exact. comme quoi elle aurait volé une paire de pantalons au Simons de Laval en avril 2014. Jamais eu d'accusation. Jamais Et eu cette d'accusation. information-là a coulé illégalement parce que c'est un programme qui est archi-confidentiel. Le programme de déjudiciarisation. Voilà. Et sur cette base-là, le conseil d'administration a décidé, après avoir demandé sa démission, ce qu'il n'a pas obtenu, a demandé à la a suspendu la bâtonnière. Et moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, et c'est un peu mon point, peut-être que la bâtonnière a déjà volé. C'est pas impossible, je le sais pas. J'ai pas vu la preuve, puis franchement, je suis pas criminaliste non plus. Peut-être qu'elle a même un problème à ce niveau-là. Ça, c'est possible. Peut-être que ça... En fait, assurément que ça peut poser un problème d'un point de vue confiance du public envers le barreau. Ça, c'est certain. Mais ce qui est le plus grave, à mon sens, c'est le fait suivant. Le conseil d'administration a suspendu la bâtonnière sans règle de droit, sans baser sa décision sur des dispositions légales qui lui permettaient de. Si vous regardez les statuts constitutifs du barreau et les règlements applicables, le conseil d'administration peut suspendre, par exemple, le syndic, le directeur général, mais non pas la bâtonnière. Pourquoi? Parce que la bâtonnière est élue par les membres et elle n'est pas assujettie à ce niveau-là au conseil d'administration. Ce qui fait que là, vous avez des avocats qui décident de laisser tomber la règle de droit pour des fins politiques, parce qu'oublions pas que la majorité des membres du conseil d'administration faisaient partie de l'équipe DE, comme on peut l'appeler, qui était l'opposant de la bâtonnière Kwong. Donc, sans tomber dans la théorie du complot, si on part de la prémisse que le conseil d'administration du barreau, qui est le gardien de la règle de droit, en un sens, dans une société libre et démocratique comme la nôtre, viole la règle de droit pour des fins politiques. Et je dis pas que les motifs sont mauvais, là. Là, on a quand même un sacré problème. Parce qu'on parle beaucoup de la protection du public. Est-ce que le public n'a pas le droit d'avoir une bâtonnière qui est chargée de protéger le public des mauvais agissements des avocats, par exemple? Est-ce qu'elle ne doit pas être au-dessus de tout soupçon? Écoute, ça, c'est une question intéressante. Puis ça pose plusieurs enjeux sur lesquels on doit se questionner. Toute la question de la réhabilitation et du bon usage de la justice. On a créé un programme de déjudiciarisation, d'une part, pour améliorer la rapidité avec laquelle la justice dispose de cas qu'on juge qui sont des cas de toute façon moins graves, qui ont des impacts moins importants sur la société. Et dont des fautes plus bénignes, si on veut, d'une part. D'autre part, on est dans une société démocratique libérale où on est censé croire en la réhabilitation des gens. On est censé croire dans le principe que quelqu'un qui a payé sa dette à l'égard de la société est une personne qui est apte à reprendre sa place dans cette société-là. Or, quand on est avocat, bien, sa place, c'est une place d'avocat. Est-ce qu'on... de prétendre que la bâtonnière a une obligation de probité que n'aurait pas le commun des mortels ou que n'aurait pas d'autres personnes qui sont par ailleurs des personnes proéminentes. Par exemple, sur le plan de la politique, on a beaucoup de politiciens dont on sait qu'ils ont posé des actes parfois moralement très questionnables et dont on ne questionne pas par ailleurs la probité. Ça, c'est... Dans ce cas-ci, en fait, ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle n'a jamais été accusée de rien, là. Il n'y a pas eu d'accusation, il y a eu encore moins de condamnation et on ne sait pas, parce qu'elle a livré son témoignage, qui n'a pas convaincu énormément de gens. Et je le répète, peut-être qu'elle a volé, les jeans en question, mais on ne sait pas. Elle n'a pas été accusée et à travers un processus confidentiel qui se dit de la déjudiciarisation, voilà, j'ai eu le deuxième cours, super.
Ben, à partir de ce moment-là, on coule une information qui n'aurait jamais dû être publique et le conseil d'administration se base sur cette information obtenue illégalement pour suspendre, probablement illégalement parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Bâtonnière, ça, c'est le vrai débat, à mon sens. Puis ça pose, en fait, le problème de à quoi sert une corporation professionnelle comme le barreau. Parce qu'ici, il y a la superposition de toute la question de la protection du public avec les intérêts corporatifs du barreau. Et on ne met pas assez en évidence qu'il y a à l'intérieur du barreau des rapports de pouvoir corporatistes entre différentes factions et que c'est ces pouvoirs-là qu'on voit à l'œuvre en ce moment. Mais là, dans tous les cas, elle a déposé une poursuite pour demander sa réintégration. Poursuite qui a été rejetée sur le plan de l'ordonnance de sauvegarde, sur le plan de l'urgence, mais qui va être entendue au fond le 5 octobre prochain. Elle demande réintégration, mais elle demande aussi réparation pour, et personnellement, à tous les membres du conseil d'administration. Où ça s'en va? Est-ce qu'on va avoir poursuite sur poursuite? Est-ce que l'ordre peut fonctionner avec autant de poursuites? Écoute, ça, c'est la question, parce que on peut parler du jugement de la Cour supérieure qui a refusé la sauvegarde. Il y a une chose où le juge a raison, c'est qu'on doit conclure qu'il va être impossible pour la bâtonnière de travailler avec le présent conseil d'administration. Et peu importe la partie qu'on a prise dans ce débat-là, il n'y aura pas de résolution facile parce que là où sont rendues les choses en ce moment, il n'y a pas de cohabitation pacifique possible entre ces deux partenaires. Et n'oublions pas que l'Assemblée générale extraordinaire a donné son appui de manière assez massive à la L'Assemblée générale, rappelons-le, 1000 avocats qui étaient réunis dans une salle pour réitérer, en fait, pour voter sur des résolutions qui redonnaient confiance des membres envers la bâtonnière, qui demandaient aussi une demande d'enquête. Et ça, c'est à la ministre de la Justice. Oui, parce que visiblement, dans ce cas-ci, il y a minimalement un avocat qui a commis une faute professionnelle excessivement grave en violant le caractère confidentiel. Est-ce que c'est un avocat? On ne le sait pas nécessairement. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui a accès à ces dossiers-là. Selon ce que j'ai compris, c'est fort probablement un avocat. On peut se poser la question aussi des gens qui ont utilisé cette information-là, parce qu'il y a un autre enjeu, parce que ce sont des avocats qui ont ensuite manipulé cette information-là qui a été obtenue illégalement. Et là, il y a une question d'éthique qui se pose, pas seulement à l'égard de la bâtonnière, aurait-elle dû, aurait-elle pas dû, mais à l'égard aussi des membres du CA. Parce que tout ça, tu parlais de la procédure des procédures qui sont déposées actuellement, c'est une chose. Mais là, la game, si je peux dire, se joue plus là. Elle se joue dans les relations publiques. Et là, c'est salissage par-dessus salissage pour des avocats qui, en temps normal, devraient, à mon sens, donner une importance primordiale à la règle de droit. On n'est pas là du tout. Là, on joue la game de qui va convaincre que Kwong est une voleuse de jeans ou l'inverse. Donc, auquel cas, on n'avance pas. Là. Rachel, tu n'es plus membre du barreau depuis un certain temps. Est-ce que ça redonne envie de reprendre sa cotisation? Dépenser 4 000? Non, je trouve, j'aime bien le petit recul que me donne ma décision d'avoir démissionné du tableau. Mais en même temps, je trouve ça, ça reste une profession chère à mon cœur, puis je trouve ça extrêmement regrettable, tout ce qui arrive en ce moment. Donc, merci beaucoup à vous deux. Je vous laisse, on se revoit la semaine prochaine et je vous laisse avec Fred Dubé pour la fin de l'émission.